quatrième, je crois. Troisième, Lunch and Learn. Donc, le Lunch and Learn, c'est un format qu'on a lancé à la Fresque de l'économie circulaire pour donner la voix à des initiatives, des associations, des startups, voilà, tout projet qui peut s'inscrire dans le champ de l'économie circulaire. À la fois, vraiment, on a un besoin d'illustration et des concepts qu'on véhicule pendant nos ateliers. Et puis, donc, c'est l'idée vraiment de partager ces moments ensemble au sein de la communauté, de faire venir un acteur qui a une expérience de terrain, une expertise sur une filière d'activité pour qu'ensemble, on monte en compétences. Donc, Olympe et moi, on s'est rencontrés dans les studios d'un interview télé. Elle était invitée pour parler de Smartback et moi, j'étais invitée pour parler de Yokumi. On a toutes les deux un profil du coup d'entrepreneuse et on s'est rencontrés dans les coulisses. On a commencé à parler de ce qu'on faisait et on s'est dit que ça serait quand même sympa de faire ce petit temps d'échange entre Olympe pour qu'elle vous présente Smartback et vous, communauté d'animateurs de la Fresque de l'économie circulaire qui êtes passionnés et curieux de toutes ces solutions justement qui font bouger les lignes. Donc, c'est vraiment l'objet de ce format. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Olympe pendant un temps qui va justement, on va échanger sur cette solution. Et puis après, on va tous ouvrir les micros et puis on aura un temps collectif d'échange pendant à peu près 20 minutes. Donc voilà, c'est un petit peu le format du Lunch and Learn. Donc on va démarrer. Donc, si ça vous va, Olympe, je vais te laisser la parole. Je ne sais pas par où tu veux commencer. Est-ce que tu veux commencer à nous parler de Smartback ou est-ce que tu veux commencer par nous parler de toi et comment justement tu en es arrivé là? Ouais, bah, je peux le faire un peu dans l'ordre chronologique de comment ça s'est passé et comment j'en suis arrivée à me spécialiser dans la reverse logistique de mobilier. Enfin, c'est des termes un peu complexes, mais dont j'avais encore aucune idée il y a 3 ans. Moi, pour mon parcours, j'ai fait une école de commerce. Je suis allée 2 ans où j'ai été bras droit du directeur innovation de Nestlé, avec en charge de gérer des projets comme la vente de vrac ou la consigne. Tout ça, c'était hyper instructif pour moi qui étais assez jeune, qui n'avait pas trop d'expérience du monde professionnel, surtout dans un grand groupe comme ça, comme Nestlé. Et c'était intéressant de voir comment ils essayaient de se bouger pour justement mettre en place des nouveaux business models, s'adapter à la fin du plastique à usage unique. Mais la conclusion de tout ça, c'était que tout seul, c'est des mastodontes, ils arrivent à rien faire. Donc, ils avaient besoin de petites startups. Et moi, je me suis dit que je me voyais beaucoup plus dans le côté petite start-up qui allait aider des grands groupes à se bouger que d'être à l'intérieur comme ça d'une grosse enseigne, même si ça peut avoir aussi énormément d'impact. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fini mes études avec un master entrepreneuriat pour me dire que j'allais me lancer, que j'allais me lancer justement dans la logique. La motivation première, c'était de se dire comment je crée une entreprise qui va permettre à grande échelle d'avoir un impact sur tout ce qui touche de près ou de loin au gaspillage. Et c'est autour de cette idée très, très, très large quand même que j'ai décidé qu'avec du coup une amie, on a décidé de s'associer ensemble, qui a, elle, une casquette un peu plus ingénieur. Et le point de départ, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de creuser quels pouvaient être tous les gisements de déchets présents en grande quantité et à échelle industrielle, qui étaient aujourd'hui très mal valorisés, sur lesquels nous, on percevait une valeur. Et donc, en fait, de fil en aiguille, au début, ce qui nous intéressait, c'était plutôt l'upcycling et de se dire comment est-ce qu'on va récupérer, en gros, des chutes de plastique des usines de L'Oréal et de leurs bouteilles de shampoing pour que ça devienne la matière première de Ikea pour fabriquer, par exemple, des fauteuils. Voilà, donc c'était de se dire comment on creuse pour arriver à un gisement de déchets intéressant qu'on peut revaloriser. Et en fait, ça, de fil en aiguille, ça nous a amené, donc en creusant l'upcycling vers le secteur du mobilier qui est le plus développé en termes d'upcycling. Il y a pas mal d'initiatives où, par exemple, je pense à Maximum, ils récupèrent des déchets de chantier, des sortes de barreaux d'échafaudage pour en refaire des tables. Enfin, voilà, des idées comme ça, mais en discutant avec tous les leaders du marché comme But, Conforama, Maison du Monde. Ils nous disaient l'upcycling, c'est très bien. Un jour, on en fera, mais c'est vraiment pas la priorité. Déjà, on va essayer de s'attaquer à tous les produits qui sont quasi neufs et qu'on met à la benne. Donc là, ça a un peu tiqué chez nous. On s'est dit, mais comment, pourquoi est-ce que vous jetez massivement plein de produits?
Et c'est là où on a mis le doigt sur l'enjeu des retours e-commerce, qui sont du coup des produits que vous allez acheter en ligne, que vous allez rendre, soit parce que vous n'aimez pas, et c'est dans votre droit légal de consommateur de demander de faire une demande de retour pour qu'il vous rembourse, soit c'est une réclamation, une rétractation, c'est une réclamation, pardon, parce que le produit qu'on vous a livré n'est pas conforme, il est arrivé abîmé ou il a un petit défaut. Et en fait, les retours du coup de produits volumineux comme les meubles, c'était un truc qui était particulièrement complexe à gérer parce que les grands e-commerçants, ils n'ont qu'un entrepôt en France. Ils n'ont pas d'autre choix que de faire revenir tous les produits en entrepôt. Et une fois que ces produits arrivent, globalement, comme c'est des produits assez fragiles, ils ne peuvent pas être mis en stock. Et donc là, ils restent sur les bras de tous les différents distributeurs et e-commerçants. Donc les options, soit la plus simple, en fait, c'est de s'en débarrasser et de tout mettre à la benne. Enfin, ils vont dire au recyclage, mais globalement, c'est quand même hyper dommage de se dire que on va mettre un canapé qui a juste une petite couture un petit peu décousue à la benne. Soit ça reste et ça dort dans un coin parce qu'effectivement, c'est quand même un peu difficile aussi et douloureux pour les équipes de mettre tous ces produits à la benne. Donc ça reste dans un coin, mais en fait, c'est des coûts de stockage derrière qui sont énormes. Et ou alors l'autre option, c'est du déstockage et pas mal de déstockage à l'export ou alors des produits qui sont rachetés une bouchée de pain à l'aveugle. Globalement, c'est un grand camion, un grand semi-remorque qu'on fait venir. On s'aligne sur un prix global de rachat du semi-remorque et voilà, on n'en tire pas beaucoup de valeur. Donc nous, là-dessus, on s'est dit, ce sujet, il est quand même hyper intéressant parce que c'est des produits qui sont quasi neufs, qui pourraient intéresser, mais vraiment des centaines d'acteurs en France pour les récupérer. On pense qu'on peut en retirer de la valeur. Et surtout, il n'y a c'est vraiment absurde de faire 500 km à un produit pour qu'il revienne en entrepôt et qu'il finisse à la benne. Et donc, en fait, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut essayer de trouver la meilleure seconde vie pour chacun de ces retours et en local. Parce que nous, sur notre sujet, donc on s'est vraiment concentré sur le mobilier pour plusieurs raisons. La première, c'est que pendant le Covid, en fait, il y a eu une explosion du e-commerce. Et donc, les distributeurs se sont retrouvés avec ce sujet de retour en masse auquel ils ne s'étaient pas trop préparés, donc ils n'avaient pas de solution. Les meubles, l'intérêt aussi, c'est que très rapidement, sur photo et à distance, on arrive à voir quel est le défaut et on arrive à savoir, à diagnostiquer le produit. Et donc, tout ça, c'est l'expertise aussi qu'on a développée, d'essayer d'arriver à qualifier, à donner une note et une valeur au produit à distance sur photo, ce qui n'est pas faisable, par exemple, avec de l'électroménager dès qu'il y a un peu d'électronique ou autre. Et le troisième gros aspect spécifique aux meubles, c'est que la logistique et le transport coûtent super cher. Globalement, il faut vous dire que pour faire revenir un canapé, en moyenne, ça va coûter au moins 100 € de transport pour qu'il y ait 2 personnes qui viennent à domicile du particulier le chercher. Et puis derrière, le produit, il va passer d'abord dans l'agence régionale du transporteur. Donc là, il va être déchargé, potentiellement abîmé. Il va être ensuite rechargé un moment pour créer des gros flux mutualisés, arriver dans le hub du transporteur, avant là de revenir dans le hub de la marque, par exemple Maison du Monde. Donc tout ça, toutes ces différentes étapes, c'est beaucoup de manipulation qui coûte cher, qui abîme le produit. Et voilà, donc on s'est dit que c'était vraiment dommage. Et pour ces produits volumineux, il y a un réel intérêt du coup à faire de l'impact, parce que à faire du local, parce que ça permet de diminuer les coûts de transport, ça permet d'éviter la casse des produits. Et voilà. Et du coup, donc, oui. Pardon. Non, vas-y, tu veux enchaîner? J'ai une question après, mais vas-y. Vas-y, c'est plus dynamique, c'est plus sympa. Oui, en fait, du coup, on comprend bien que vous arrivez à ce moment où vous arrivez à identifier le gisement, du coup, un gisement spécifique de déchets liés au retour e-commerce des équipements d'ameublement. Ouais. Il y a ce moment du Covid, il y a cette association de vous deux entrepreneuses que vous vous rencontrez, et puis il y a un autre moment important, je pense, c'est le premier décret, le décret du 1er janvier 2022 avec la loi AGEC qui change la donne. Est-ce que SmartBac, tu peux nous dire si SmartBac aurait existé sans cette bascule réglementaire? Complètement.
parce que honnêtement, mais même aujourd'hui, la loi AGEC, elle rentre, enfin, ça fait pas partie de notre discours commercial, ça fait pas partie des discussions que j'ai avec nos clients, parce que ce qu'elle dit, c'est que Est-ce que tu peux juste nous dire pour tout le monde qu'est-ce que ça implique en 2022, le changement pour les ouais, boîtes d'ameublement? ouais, il y a eu deux changements importants. La première, c'est l'interdiction de détruire les invendus non alimentaires, dont le mobilier. Donc globalement, les entreprises n'ont pas le droit de détruire ces stocks. Elles doivent trouver des solutions alternatives, comme du don à des associations ou de la revente, etc. Là-dessus, nous, quand on parle de retour, en fait, c'est un petit peu flou. Il y a une sorte de flou juridique par rapport à ça, parce que c'est pas un produit qui est 100% neuf. C'est pas un produit qui a vraiment été utilisé non plus. Mais globalement, ce qui a été mis en place, c'est qu'à partir du moment où ils ont proposé à 3 associations la reprise de ces produits, invendus ou au retour, et que 3 associations n'ont pas répondu sous un certain délai ou ont refusé, ils sont autorisés à les jeter. Donc aujourd'hui, déjà, cette loi, elle n'est pas bien connue par les distributeurs. Deuxièmement, il y a très peu de contrôle, très peu de sanctions. Et il y a une sorte de flou, de flou juridique par rapport à ça. Donc, je ne considère pas que ça a été un élément déclencheur pour nous chez Smartback. Et le deuxième point, aussi la loi AGEX, que ça a changé, et là, pour le coup, ça nous impacte pas mal, c'est que dans la logique d'élargir la responsabilité élargie des producteurs, et de les rendre un peu plus pollueurs-payeurs, on impose aux marques de mobilier de proposer pour l'achat de chaque nouveau meuble la reprise offerte et gratuite de l'ancien. Bon, ça aujourd'hui, il y a très peu de gens encore qui le savent, mais je pense que vous le savez, par exemple, pour l'électroménager, d'artistes en ont même fait une force commerciale de dire vous achetez un nouveau four, on vous enlève l'ancien. Ça, en fait, c'est une obligation légale de le proposer et de le faire gratuitement. C'est arrivé dans le mobilier et ça a énormément, pour le coup, d'impact pour les distributeurs parce que ça coûte super cher de reprendre cet ancien canapé qui est usagé. Ils ne savent pas quoi en faire et la filière n'est pas du tout structurée pour gérer ces flux d'anciens produits et savoir quoi en faire. Donc, nous aussi, on s'est positionné là-dessus pour accompagner les marques là-dedans et plutôt que de tout mettre à la benne, comme ce qui est le minimum imposé par la loi ou dans une filière de recyclage, c'est nous de réorienter tout ce qui est en bon état vers des associations locales. Mais voilà, c'est Ok. les deux points majeurs de la loi AGEC. Ok, donc c'est surtout cette deuxième obligation de reprise qui a boosté un petit peu, enfin en tout cas qui a Ouais. fait bouger les lignes pour les entreprises de se positionner sur cette question des retours. Est-ce que Mmh. tu peux justement nous expliquer un petit peu avec qui vous travaillez, quel est le modèle économique derrière et quels sont les exutoires aussi? Ouais. Ouais, complètement. Je pense que ce qui est assez intéressant et marrant dans notre histoire, c'est que Ariane et moi, du coup, on était toutes jeunes diplômées, globalement deux filles, femmes, étudiantes dans un milieu quand même particulièrement masculin et pas forcément évident, enfin celui en gros de la logistique de produits en plus lourds et volumineux et de la tech. Enfin, en fait, nous, ça a été une de nos grosses casquettes de dire tous ces process, on va essayer de les automatiser parce que globalement, il y a peu d'argent à se faire dans le e-commerce, dans la logistique, etc. Donc, si on gagne un maximum de temps sur ces étapes en automatisant, ça peut être pas mal. Et du coup, pour monter en compétences là-dedans, on a vraiment co-créé les tout débuts de Smartback avec des clients et avec des acteurs qui croyaient justement en cette optimisation des retours, en la revalorisation locale. Et on a pas mal travaillé, par exemple, avec Camif, qui nous ont ouvert les portes de leur entrepôt. On a fait des immersions auprès des services clients. On a beaucoup travaillé aussi avec les équipes de Mano Mano, qui est une grosse marketplace spécialisée dans le bricolage, mais en fait qui fait beaucoup de mobilier. Et pareil, ils nous ont permis d'être hyper transparents sur leurs coûts, sur leurs process, sur les enjeux de leurs vendeurs. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on est arrivé à une solution qu'on a pas mal fait évoluer avec différents prospects au début, puis clients. Et ce qui nous a permis d'avoir quelque chose qui correspondait le mieux aux attentes sans rien trop connaître du secteur de la logistique au début. Et maintenant, on travaille avec des acteurs comme par exemple Camif, qui est le leader du mobilier responsable avec pas mal de Made in France, au moins fabrication européenne. On travaille avec Alinea, on travaille avec Mano Mano, on travaille avec par exemple NV Galerie.
qui est une nouvelle marque aussi assez digitale. Et notre business model, c'est qu'on va se faire, pour chaque produit qu'on va être amené à gérer, que les services clients vont nous confier et qu'on va les collecter au domicile du particulier, on va avoir un frais de gestion, donc qui comprend du transport pour la reprise à domicile et un frais SmartBack pour tout le temps qu'on passe en fait à qualifier le produit sur photo, identifier si c'est un produit qu'on va revendre, donner ou recycler, et après derrière gérer la relation avec le client. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près, enfin, frais de transport en local pour un canapé, ça va être 70 euros, et le frais de gestion de SmartBack, ça va être à peu près 20 euros. Et ensuite, donc nous, on collecte, on gère le retour, on va le chercher chez le particulier. Ce qu'on fait, c'est qu'on va identifier selon l'état du produit l'acteur qui revalorisera le mieux, notre partenaire qui revalorisera au mieux le produit. Donc ça veut dire soit l'acteur qui va le racheter, soit une association qui va pouvoir réparer le produit et le revendre en boutique solidaire, soit au pire du pire, si vraiment personne n'en veut, le déposer dans un coin de collecte éco-maison pour du recyclage. Et aujourd'hui, le périmètre, pardon, Ouais. le périmètre de vos activités, c'est sur tout le territoire ou vous avez… Ouais, en fait, on a maillé toute la France, d'à peu près toute la France, d'acteurs qui pouvaient être intéressés par du réemploi et du rachat de mobilier ou alors de la réparation et de la reprise de mobilier. Et aujourd'hui, on en a 600. Donc, ça va être des magasins d'outlet de seconde main, des associations type Emmaüs, Croix-Rouge, Recyclerie, Ressourcerie. Et ça nous permet d'avoir un maillage super fin et du coup d'être en mesure de garantir que chaque produit va pouvoir être valorisé en local à en moyenne 25 km du particulier. Donc, c'est vraiment des très, très courtes distances. Et la suite de notre business model, donc il y a une partie coût pour la marque, mais derrière, il y a une partie aussi gain et bénéfice, parce que quand on fait de la revente, nous, on garde 20%, on prend 20% de commission et on reverse 80% du montant de la revente à la marque. Et quand c'est du don et qu'il est défiscalisé, là, pareil, nous, on se fait rémunérer pour la petite partie administrative de gérer la défiscalisation du don. Et derrière, les marques peuvent bénéficier d'une déduction fiscale. Donc, globalement, c'est ce qui est intéressant dans notre solution, c'est que il y a un peu de coût, certes, mais qui est souvent largement compensé par la revalorisation qu'on crée par rapport au produit. Voilà. Et derrière, en plus, en termes d'image, c'est super positif parce que les clients qui ont fait un retour, en général, ils étaient un peu frustrés. Vous avez attendu 3 mois qu'on vous livre votre canapé à 1 000 euros. Quand il arrive, en fait, il est tout abîmé. Bon, au moins, la SmartBack, on intervient en disant on est vraiment désolé. Au moins, sachez que votre vieux canapé, il a été revalorisé à 18 km vers le Emmaüs à côté de chez vous qui va le réparer et le revendre à prix solidaire à des personnes qui en ont besoin. Et donc, on joue aussi sur ce côté image de marque qui quand même ses bénéfices aussi, et sur l'expérience client qui derrière est bénéfique et permet aussi un peu de sensibiliser au réemploi, à l'économie circulaire locale, et c'est aussi positif. Je ne sais pas ce que vous entendez, vous les animateurs, mais moi, il y a plein de cartes à laquelle, de la fresque à laquelle ça me fait écho, les circuits courts, évidemment le réemploi, une démarche très collaborative, coopérative avec à la fois vos clients, mais aussi après les associations. Mais c'est super intéressant de voir que la solution, elle s'est construite aussi par la coopération des acteurs qui sont devenus vos clients par la suite. Mais en fait, sans ce partage d'expérience, il n'y aurait peut-être pas eu cette finesse de votre offre qui est aujourd'hui très pertinente, et vous avez réussi à le construire aussi grâce au partage d'expérience de ces… Ouais, complètement. Et en fait, nous, si on réfléchit à vraiment l'expertise qu'on a, c'est déjà d'avoir l'expertise de savoir gérer ce type de produits qui sont des produits en fait un peu abîmés, qui ne sont pas dans leur emballage d'origine. Donc, c'est que du cas par cas. C'est d'avoir développé ensuite, nous, ce qu'on dit, l'Argus du mobilier qui n'existait pas. En fait, grâce à enregistrer pas mal d'informations et de data sur les défauts, etc., on arrive à donner une note au produit, à savoir ce qu'il vaut sur le marché secondaire. Et derrière, hormis ça, on est vraiment juste un chef d'orchestre entre l'intérêt du particulier, qui lui veut son retour rapide et se faire rembourser, la marque qui, elle, a des enjeux quand même de coûts, et derrière ces produits, ils ont envie de les revaloriser de la meilleure manière possible, et c'est pas évident. Et derrière chef d'orchestre, avec aussi les transporteurs, qui eux ont des
ont des objectifs aussi, il faut que ce soit intégré dans des tournées, il faut qu'ils aient les bonnes informations. Et derrière, des associations et des magasins qui ont besoin de gisements et de gisements locaux, mais qui n'ont pas forcément, forcément la capacité de négocier et de rencontrer, par exemple, Maison du Monde. La petite recyclerie qui est au fin fond de la Creuse, elle ne connaît pas le directeur RSE de Maison du Monde et pourtant, elle aurait besoin de gisements et il y a des synergies à créer. Mais du coup, nous, on est vraiment juste le chef d'orchestre entre tous les acteurs et notre force, c'est vraiment juste d'avoir créé un outil opérationnel qui permet de, dans les bons délais, transmettre les bons flux d'informations, à la fois des flux d'informations, à la fois des flux financiers et aussi des flux logistiques pour faire en sorte que ce soit efficace et qu'on arrive à faire la revalorisation de chaque produit dans des délais assez courts. Génial, c'est hyper riche tout ce que tu viens de nous partager. Merci beaucoup pour ça. Je te propose que maintenant on fasse tourner le micro dans la salle. Puisque je pense que ça suscite aussi des questions. Il y a peut-être des gens qui ont envie d'approfondir certains points qu'on a évoqués. Donc, c'est parti. Ceux qui ont envie de partager tout ça, vous pouvez lever la main ou on va distribuer la parole comme ça ou poser vos questions dans le chat aussi également, vous pouvez. Une première réaction sur ce que vous venez de découvrir, entendre, bien ceux qui connaissaient déjà approfondir peut-être? Alors, je vois une question de Aude qui peut pas ouvrir son micro. Mais du coup, pour lire à tout le monde la question, c'est est-ce que vous êtes l'intermédiaire local entre la marque, le particulier et les filières REP? Est-ce que vous travaillez sur un format B2B et sur de la PLV ou coproduit ex-packaging qui ne rentre pas tout à fait dans le e-commerce? Alors, du coup, oui, nous, on est en c'est moi ou on n'entend plus à Olympe? Ouais, moi, c'est pareil. Elle a même Ok. disparu. J'ai cru que elle s'est fait aspirer par la question. Elle va revenir, j'imagine. Je vais essayer de l'appeler. Entre-temps, est-ce que Anne-France ou quelqu'un d'autre peut prendre le relais pour animer la réunion? Je l'appelle. Je veux bien prendre le relais, mais je ne sais pas ce que je vais vous raconter, les amis. Vous pouvez peut-être déjà partager vos questions. Je vois Anne. Quelle était ta question? Moi, je voulais savoir si c'était leur objectif était de rester que dans la filière mobilier ou s'ils avaient envisagé de faire ça, notamment moi j'avais fait ça sur la partie électroménager. En fait, je connais la partie électroménager, donc je voulais savoir s'ils voulaient se développer justement sur d'autres endroits parce que c'est un super concept. Et donc, je voulais savoir si leur... Je n'ai pas entendu ce que tu disais sur l'électroménager. Tu connais un concept similaire sur l'électroménager? C'est ce que fait Boulanger. Voilà. Ouais, mais du coup, ils le font en local parce qu'ils ont des magasins. C'est ça que tu dis? Voilà. Oui, donc du coup, je trouve ça excellent leur concept. Donc, je voulais savoir si effectivement, ils avaient l'intention d'aller dans d'autres filières, par exemple l'électroménager. Ok, ça marche. Ouais, quand tu as un réseau de magasins, c'est plus simple. Mais en effet, Bien sûr. ils n'ont pas de magasin. Ok, super. Intéressant. Laura, tu voulais poser une question? Bonjour à tous. Je ne vous ai pas vu. Vas-y, Laura. Oui, j'avais 2 questions, mais je vois que Olympe est revenu. Oui, désolée. Non, c'est la vie, on a l'habitude. On te laisse reprendre. Alors, je ne sais plus où tu en étais, j'avoue que là, ça m'a un peu coupé. Peut-être tu finis la question de Aude et ensuite Anne va te partager une question et ensuite il y a Laura qui a une question aussi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, donc pour répondre à la question, on est vraiment en B2B, l'intermédiaire entre le particulier et nous, notre réseau de ce qu'on appelle des partenaires de seconde vie, qui sont des magasins ou des associations. Et en fait, on n'a pas tant de relations que ça avec les éco-organismes comme Éco-Maison pour la filière du mobilier, parce que Éco-Maison, eux, leur cœur d'activité, c'est le recyclage et ils collectent de l'éco-participation auprès des marques pour gérer, en gros, le recyclage par Veolia, Suez, Paprec. Nous, c'est ce sur quoi, en fait, on lutte. On préfère réemployer. Après, Olympe, dans les nouvelles contraintes pour les syndicats, enfin les éco, je vais y arriver, pour les éco-organismes, il y a souvent des objectifs de réemploi, tu vois, avec des pourcentages. Donc, ça va peut-être bouger, peut-être qu'ils vont être intéressés et venir bosser avec vous.
Ouais, un peu. Effectivement, ça bouge un peu. Ouais. Mais en fait, écomaison, écosystème, pour l'électroménager, c'est beaucoup plus un challenge où ils ont du mal à capter le gisement. Pour le mobilier, en fait, enfin bref, eux, ça les intéresse moins. Ok. Ok. Anne, tu veux poser ta question? Bah oui, du coup, bravo pour cette solution qui est exceptionnelle. Moi, je trouve elle est vraiment super vertueuse. Et donc, je voulais savoir si, bah, effectivement, vous alliez rester que sur la filière du mobilier ou si, effectivement, par exemple, la filière de l'électroménager, ça pouvait être aussi, par exemple, envisagé. Voilà. Est-ce que pour l'instant, c'est votre volonté de ne faire que monofilière ou alors est-ce que ça fait partie peut-être des perspectives? Mais voilà, une question. Pour l'instant, notre conviction, c'est que c'est quand même des filières qui sont difficiles à aborder et à structurer, qui ont des enjeux complètement différents. Par exemple, l'électroménager, certes, va y avoir des synergies avec le fait que c'est des produits volumineux pour lesquels la logistique coûte super cher, donc il y a un intérêt du local, mais il va falloir qu'il y ait une étape reconditionnement, réparation, qui nécessite toute une expertise. Donc, à date, il y a déjà d'autres acteurs. Le réseau Envie, franchement, ils font un travail dingue. Et c'est déjà très bien. Sur le mobilier, il n'y a vraiment rien du tout. Beaucoup de choses à faire. Donc, on va se concentrer là-dessus pour l'instant. Et en fait, sur le mobilier, après, le champ des possibles, il est énorme. Entre justement le mobilier de café, hôtel, restaurant, il y a énormément de gaspillage aussi. Là, on travaille à un projet pour aller plus loin et faire aussi de la réparation et du reconditionnement de mobilier, pour demain donner aussi la possibilité aux marques elles-mêmes de revendre du mobilier reconditionné, exactement comme ce qui s'est déjà fait sur l'électroménager. Donc pour l'instant, ouais, on est très, très concentré sur le mobilier. D'accord. Bravo. Merci. Laura, tu veux prendre la main? Oui, bonjour et merci pour votre présentation. Quand vous disiez tout à l'heure toute la France, est-ce que vous vouliez dire vraiment toute la France ou toute la France hexagonale? Ouais, pour l'instant, on est sur toute la France métropolitaine et on n'a pas du tout ouvert les dom-toms, même la Corse. On n'a pas de partenaire, on n'a pas encore déployé de partenaires sur place. Et souvent, de ce qu'on a l'impression de voir, même chez nos clients, j'ai l'impression que pour ces zones-là, la logistique est tellement différente que c'est aussi des marques différentes qu'on n'a pour l'instant pas encore adressées. OK, très bien. Et à l'étranger, donc en Europe ou On- est-ce qu'il y a des plans sous quelques années? Ouais, on n'y est pas encore. Notre conviction, et c'est aussi ce pourquoi on a lancé SmartBack, c'est enfin, nous, l'impact en France, aussi de dire qu'on va créer des jobs en France et qu'on va avoir un vrai impact en France, c'est quelque chose qui nous motive pas mal. Donc, on préfère, par exemple, privilégier le lancement d'ateliers de réparation et de reconditionnement avec des chantiers d'insertion ou des choses comme ça sur le marché français, plutôt que de se dire de dupliquer ce qu'on a aujourd'hui exactement à l'étranger. Après, ça va pas mal dépendre des opportunités qui vont se présenter. Si nos clients ont besoin, ils en ont aussi besoin de solutions en Italie, en Espagne, pourquoi pas. Mais voilà, c'est plutôt à horizon dans 5 ans. On pense qu'il y a quand même pas mal de gros chantiers déjà à faire en France avant d'aller à l'étranger. C'est pas si facile que ça quand même que de... Enfin, Et notre du force, coup, c'est le je maillage me, national hmm, et voilà. je me permets de faire l'écho de la question de Solène dans le chat qui rejoint un peu ça. Est-ce que le modèle est transposable, franchisable pour inciter d'autres entrepreneurs à lancer, mais d'une façon à pas repartir de zéro? Donc, j'imagine que la concurrence sur le territoire national, c'est pas le débat, mais peut-être est-ce que c'est voilà, réplicable? Est-ce qu'il y a un enjeu de populariser le concept et qu'il soit portable? Ouais, pour le coup, à l'étranger, ça pourrait être hyper intéressant, dans le sens où, comme je le disais, notre force, c'est d'être un chef d'orchestre et d'avoir créé tout un outil opérationnel qui automatise les flux, les prises de contact, etc. Donc, en fait, tout ça, on pourrait le mettre dans les mains de quelqu'un à l'étranger. Pareil pour la partie Argus du mobilier. Globalement, je pense que ce serait un peu la même chose pour un meuble qui est en France ou en Allemagne. Mais ce qui nous manque, et à date, ce qui est un peu plus compliqué, c'est la connaissance du territoire local. Et en Allemagne, j'ai aucune idée de savoir s'il y a des Emmaüs, comment ils fonctionnent, comment fonctionnent les associations en Allemagne, quels sont les magasins qui existent qui font de la seconde main. Je suis sûre que c'est même bien plus développé qu'en France. Mais c'est quelque chose, ouais, pour la partie Europe, qui pourrait être complètement duplicable. Hmm. Pour quelqu'un qui, justement, a une meilleure connaissance des coutumes, des appétences sur la seconde vie, des acteurs locaux qui sont présents.
Mais très bonne idée. Enfin, très bonne idée, effectivement, je l'avais jamais vu comme ça, mais intéressant à avoir en tête. Marie-France, tu voulais poser une question ou plus maintenant? C'est assez proche. C'est en fait dans la phase de développement, avant d'avoir arrivé à ce maillage sur toute la France, vous avez travaillé avec des prospects particuliers, une petite zone, c'est ça? Non, parce qu'au début, c'était hyper compliqué d'aller voir un client et d'avoir notre premier client lui disant tu nous confies que les retours de l'Île-de-France, du PACA, enfin, ça marchait pas. Il fallait forcément que on puisse être en capacité de gérer des retours partout en France. Donc en fait, le premier client qu'on a signé, on avait juste 60 partenaires qu'on avait identifiés, qu'on avait appelé au téléphone, à qui on avait présenté SmartBag pour savoir s'ils étaient OK pour récupérer du mobilier. Et en fait, au fur et à mesure, on y allait progressivement. Notre premier client, on avait 5 retours par mois. Bon, on était 2 avec mon associé. On avait le temps de passer un peu de temps sur chaque retour. Et du coup, dès qu'on avait un retour dans une nouvelle zone, on allait mapper la zone, appeler tous les acteurs du réseau, enfin tous les acteurs de la zone pour leur présenter SmartBag, savoir s'ils étaient OK, quel type de mobilier ils voulaient, s'ils pouvaient réparer, reconditionner. Et c'est comme ça que progressivement, en fait, en montant en volume, on a aussi ouvert des nouvelles zones et découvert les acteurs, les acteurs présents dans une région ou une autre. D'accord. Merci. Alors, Anne, est-ce que tu peux y aller? Merci, bravo Olympe pour l'initiative. En tout cas, pour moi, vous touchez un sujet qui est pas forcément pour moi pris en charge par les filières REP pour travailler un peu pour Refashion. Et je connais aussi un peu Ecomaison. Ils travaillent vraiment sur les gisements post-consommation. Et à chaque fois, quand moi, je mène des choses avec eux, on parle vraiment de textile post. Et là, vous êtes sur des articles pré-consommation. En fait, pour moi, c'est là où il y a un peu un vide par rapport à aussi Ecomaison, où là, ils génèrent de la collecte, et après, il y a les opérateurs de tri et les valoristes, les gens qui valorisent, mais là, on est sur des gisements pré-consommation, donc bravo pour ça, parce que je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et ma question, j'ai 2 questions. La première, c'est comme on est sur de la pré-consommation, est-ce que vous travaillez éventuellement des invendus? C'est-à-dire, là, on parle des retours, mais il y a aussi tous les gisements qui ne partent pas du tout et qui sont un peu dans le même cas de figure, sauf qu'ils sont plus concentrés sur un lieu. Ouais. Donc, vous travaillez ça aussi. Exactement. On le fait aussi, pareil, en local, soit via de la revente, soit via du don selon les produits. Ouais. On a un peu moins, en fait, notre proposition de valeur, elle est un peu plus forte parce que on réduit pas justement les coûts de retour en entrepôt. Oui. C'est plus mais on l'a développé aussi. On l'a développé sur des modèles d'exposition, par exemple. Enfin voilà. En fait, on cible n'importe quel meuble qui aujourd'hui est chez les marques, mal valorisé et qu'on pourrait du coup, à qui on pourrait donner une seconde vie. Ok. Et mon autre question, c'est plus une question, j'ai peut-être zappé un peu dans votre explication. Vous disiez qu'il y avait un peu 3 exutoires, donc la borne pour le recyclage Ecomaison, la réparation et la revente dans des structures ESS. Et il y avait un 3e exutoire, c'était quoi exactement? Alors, c'est revente. Là, c'est pas forcément de l'ESS, revente à des magasins, et souvent, c'est des professionnels qui font de base soit de l'outlet, soit de la seconde main, des brocanteurs. On revend aussi, par exemple, à des loueurs de meubles, à des espaces. Maintenant, on commence à travailler avec des coworking aussi qui seraient intéressés par ces gisements-là. Donc là, en général, c'est pas forcément des gens qui ont une casquette très écolo. C'est vraiment juste, ils font de location et de l'occasion, ils font des bonnes affaires. Okay. Soit c'est vers du don. Et là, c'est tout ce qui est là pour le coup, Emmaüs, Recyclerie, Ressourcerie, c'est 100% don. Eux, ils payent rien. Et sinon, c'est effectivement recyclage. Okay. Mais le recyclage, honnêtement, c'est 1% du gisement qu'on nous confie. Ça va être des tables en marbre cassées en 4, un meuble en kit dont on a que 2 planches sur 10. Voilà, c'est vraiment une petite partie. Okay. Et par exemple, je pense à un usage, là, moi je connais pas mal de tiers-lieux, des tiers-lieux qui seraient intéressés, il vaut mieux qu'ils s'adressent à vous, ou quel est leur intérêt à eux d'aller vers une boutique solidaire par rapport à aller vers vous? Honnêtement, je saurais pas dire, je sais pas s'ils ont besoin de flux constants, alors qu'une boutique, ils ont besoin de flux constants. Donc nous, c'est un peu plus facile que de faire un one-shot comme en fait, on a un enjeu quand même derrière de identifier en 48 heures, maximum 7 jours, mais l'acteur qui va revaloriser le produit.
Parce qu'en fait, le particulier qui fait son retour, qui est un peu frustré, il ne peut pas garder son canapé pendant 3 mois en attendant qu'on Oui, je comprends. Vous ne stockez pas. Oui, je comprends. Voilà. Et donc, c'est toute la force de notre modèle de ne pas avoir d'étape intermédiaire de stockage, de tout gérer en flux tendu dans des délais hyper courts pour combiner l'expérience client et derrière la revalorisation locale. Ok. Merci, Olympe. Merci, c'est beaucoup plus clair. De rien. Pour peut-être clôturer, Olympe, encore une fois, bravo pour tout ce que vous faites, c'est vraiment passionnant. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des indicateurs justement sur, je me fais aussi l'écho du chat, les volumes traités, quelle est la part justement donnée, la part qui part en revente, combien vous êtes maintenant chez SmartBack? Voilà, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres comme ça que nous, on va pouvoir réutiliser? Ouais, alors, je peux vous le dire pour vous sur la partie plutôt volume traité, mais on ne communique pas trop dessus et surtout qu'on a presque plus 30% de volume tous les mois comme on est en phase de croissance. Donc, ça fait 2 ans qu'on existe. On est 2 cofondatrices et maintenant, on est 6 dans l'équipe. On est 100% autofinancé. Ça, je le précise parce que quand même, c'est rare dans le milieu un peu des startups, etc. Et nous, c'était important de construire un modèle rentable day one et de ne pas avoir besoin d'investisseurs qui, derrière, auraient pu, en plus, pas forcément avoir les mêmes intérêts que nous. Nous, on a la mission, on a les statuts de l'ESS dans nos statuts. Aujourd'hui, de plus en plus d'investisseurs s'intéressent, mais pas forcément. Mais voilà, on est rentable, à l'équilibre. On a une dizaine de clients de grands groupes. Je ne suis pas à l'aise, je vous le dis pour vous, mais je préfère pas qu'on communique trop sur les volumes gérés. Mais aujourd'hui, on est à presque 1 millier de meubles revalorisés par mois. Je préfère pas le dire parce que, par exemple, si demain on a envie de signer Maison du Monde, c'est à peu près la moitié des volumes qu'ils ont. Et peut-être que, il y a toujours le côté, on a envie de montrer qu'on a des épaules solides, qu'on peut gérer n'importe quel volume, mais on communique pas trop dessus. Voilà. En moyenne, on a donc 600 partenaires de seconde vie partout en France. En moyenne, on a 24 km de revalorisation entre le particulier et notre partenaire de seconde vie. On a 60%, plus de 63% des produits qui sont vendus et 36% qui sont donnés et 1% qui sont recyclés. Et en termes de satisfaction client, donc là, des particuliers dont on gère les retours, on est à 4,8 sur 5 de satisfaction client, notamment parce que, on réagit dans les temps et on a des bonnes qualités de service, logistique, etc. pour reprendre leurs meubles, mais aussi pour la dimension, la démarche d'économie circulaire locale qui plaît beaucoup et qui résonne bien. Donc voilà, pour des petits ordres de grandeur. Je pourrais vous renvoyer peut-être certaines choses par écrit si vous voulez, si vous voulez garder une petite trace de notre échange. Mais n'hésitez pas d'ailleurs. Ouais, vraiment, Olympe, bravo. C'est impressionnant ce que vous avez fait en 2 ans. Vous êtes le maillon que la filière attendait, à mon avis, sur la gestion de ses retours. Donc, vraiment, un très grand bravo. C'est hyper impressionnant et puis c'est une très belle histoire. Je pense qu'on est tous boostés là-dessus. Je n'ai pas ma caméra, mais en tout cas, j'espère que mon sourire s'entend. Et je suis vraiment ravie que tu aies pu venir nous présenter ça. On arrive à la fin du temps réglementaire et je pense que on a tous beaucoup de choses à faire aujourd'hui et toi y compris. Donc encore un grand, grand, grand merci. C'est hyper inspirant et on va effectivement communiquer un peu là-dessus auprès de notre réseau. On va diffuser cette visio sur notre chaîne YouTube à nous en interne, peut-être en externe après, mais bon, ça sera à voir ensemble, peut-être pas, du coup, s'il y a des infos confidentielles qui ont été dites pendant ce lunch and learn. Mais en tout cas, voilà, je tenais vraiment à te remercier. Peut-être Anne-France, tu veux dire un mot ou pas? Je vais répéter ce que tu as dit, Elsa, que c'est vraiment très, très intéressant aussi par le côté, l'étendue de votre offre, tout ce qu'elle va toucher, la façon dont ça a été mis en place, c'est juste génial. Moi, j'aime bien cette idée de dire que tous les flux qu'on n'a jamais regardés, tout d'un coup, hop, on trouve des opportunités pour les valoriser et c'est génial. Donc vraiment, bravo à vous. Merci d'avoir passé ce temps, Olympe. Merci à vous pour les questions, c'était top.
Et pour répondre à Solène, le burn-out, ça va. Hein. On a un équilibre entre ça. On n'arrive pas les week-ends, on ferme nos ordi après 20h, on a nos soirées et ça fait partie, enfin, on sait que ça fait partie de l'équilibre. Merci, bonne continuation. Merci Olympe. À vous, au Merci, au revoir. revoir. Au revoir.